Bienvenue tout le monde. Je me présente, Christine Hamel, je suis professeure titulaire et vice-doyenne aux études à la Faculté des sciences d'éducation. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour ce panel sur l'intelligence artificielle et humaine. Donc, on a la chance cet après-midi d'avoir trois panélistes qui vont se présenter un peu. Oui, on a une personne qui est en ligne, c'est pour ça. Ah, voilà. Donc, je vais demander d'abord à Kate de se présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Kate Arthur. J'ai fondé un but non lucratif il y a 13 ans à peu près, qui s'appelle Kids Go Jeunesse Digital Moment. J'ai démissionné en 2023 pour écrire un livre qui s'appelle Am I Literate? Redefining Literacy in the Age of Artificial Intelligence. Et puis maintenant, j'écris mon deuxième livre sur Algorithm to Adulthood, qui concentre sur sont quoi les compétences humaines qu'on a besoin de travailler et de succéder avec l'IA. Merci, Kate. En ligne, on a la chance d'avoir Tawid. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes, ah, parfait. Là, vous êtes maintenant sur les écrans. Est-ce que vous nous entendez bien? On m'entend parfaitement bien, et vous? Parfait. Très bien aussi. On peut peut-être un peu augmenter son volume, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et à tous et désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais très content de participer à ce panel. Donc ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'enseignement supérieur. J'ai dirigé plusieurs grandes écoles en France et à l'international avant de fonder Ivan City, la grande école de l'IA et de la data il y a 6 ans, qui est devenue aujourd'hui école de référence dans le domaine de l'IA. Je suis reconnu pour mes travaux sur l'impact de l'IA sur l'éducation et c'est pour cela que j'ai été élu l'année dernière parmi les personnalités mondiales les plus influentes dans le domaine de l'IA. Merci beaucoup d'être avec nous. Et finalement, Alain. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alain Goudet, directeur général adjoint en charge du numérique et de l'innovation à Neoma Business School, qui fait partie du top 7 des écoles de management en France, avec 10 000 étudiants, 3 campus sur Reims, Rouen et Paris. Et on a l'innovation au cœur de notre plan stratégique et on fait pas mal de choses autour de l'IA. Je pense qu'on y reviendra. Parfait. Donc, notre but aujourd'hui, c'est un panel dans lequel on va inviter nos trois invités à discuter. On a organisé notre discussion en trois blocs. On va tenter d'être discipliné. J'ai parfois des doutes si on va demander d'animer que la discipline sera vraiment effective. Donc, au pire, si vous voyez Nadia me faire des signes désespérés que je la vois pas, vous me le dites. Donc, le premier bloc sur lequel on s'est entendu pour discuter, on voulait se questionner sur si on devait réécrire la définition de l'intelligence, maintenant qu'il y a partout. Qu'est-ce qui entre dans la définition? Qu'est-ce qui est plus dans la définition actuellement? Et bien entendu, est-ce qu'en 2031, on va avoir la même définition de l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on a actuellement? Qui se lance? Allez, Bon, Kate. oui. Bon, T'étais prête. c'est un mot très compliqué parce qu'on n'a même pas une définition universelle pour intelligence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle? C'est une question très philosophique. Ben, dans les 1950, quand le mot intelligence artificielle était créé, utilisé pour la première fois, il y avait même une discussion à cette époque que c'était pas bon mot à utiliser. Et là, ils ont discuté entre intelligence artificielle et complex information systems, qui moi, je pense, qui représente mieux un système de l'intelligence artificielle. À votre question, pour intelligence aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on mette you told me earlier, le mot, le highlight. L'accent. L'accent, L'accent. merci. L'accent sur les intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles. Alors, on doit être certain on a un bon sens de soi-même, mais aussi entre autres, entre nous autres. Maintenant, on a aussi une relation avec les machines qui donne une autre forme de l'intelligence ou une autre forme de relation. Mon expertise est vraiment dans les données, les mots, les chiffres, comment l'impact, comment on échange entre nous autres, ensemble. Et on a besoin de nouvelles façons de penser avec les machines maintenant et comment est-ce qu'on crée et communiquer avec les machines. Alors, pour 2031, je Mhm. pense que c'est ça, les nouveaux compétences qu'on a besoin de chercher, c'est quoi, comment est-ce qu'on fonctionne, on crée et communique bien avec les machines. Parfait.
J'enchaîne? Oui. Bon, le problème d'une question comme ça, c'est qu'il faut répondre à un truc intelligent. Et alors, moi, quand on me parle d'intelligence, j'aime bien revenir à quelques auteurs, donc notamment Socrate, qui disait que le premier des savoirs est le savoir de l'ignorance, et en expliquant que c'est le début de l'intelligence. Stephen Hawking, lui, disait l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement, donc il y a une forme d'adaptation à quelque chose qui évolue. Et Einstein, lui, disait c'est la capacité à changer, sous-entendu changer soi-même. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un débat où, alors si on prend les grands modèles d'intelligence, j'ai fait une conférence sur le sujet, mais quand on regarde aujourd'hui l'intelligence, c'est les tests de QI, c'est le modèle de Wechsler, c'est un certain nombre de dimensions, de sous-dimensions, etc. Bon, très bien. Il y a d'autres modèles, je vous renvoie à celui de Gardner, qui a le vent en poupe dans les sciences de l'éducation, qui va intégrer plutôt de l'intelligence musicale, interpersonnelle, intrapersonnelle, enfin voilà, des choses et des dimensions un petit peu différente. Moi, je vous invite à peut-être avoir une dichotomie encore autre, avec un découpage où d'un côté, on pourrait avoir ce qu'on pourrait qualifier de l'intelligence dite fonctionnelle, c'est-à-dire finalement répondre rapidement à quelque chose, performer au sens nombre de bonnes réponses à un test, réussir des examens, écrire quelque chose, composer une musique. Voilà, tout ça, pour moi, rentre dans une dimension assez fonctionnelle de l'intelligence. Et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, la machine vient directement en compétition avec notre capacité à faire ce genre de choses. Puis de l'autre côté, je vous invite à avoir en tête ce qu'on pourrait appeler plutôt l'intelligence existentielle. Et là, on va rejoindre plutôt des domaines du type donner du sens à quelque chose. On va rejoindre des domaines autour du fait d'assumer ses choix, de se projeter dans l'avenir. C'est ce qu'on fait finalement. Là, on fait preuve d'intelligence en essayant de se projeter en 2031. Et ça, pour le coup, on est à un stade où finalement la machine n'est pas encore nécessairement en capacité de le faire. Alors du coup, 2031, moi, je voudrais quand même qu'on ait une lecture positive en fait de la trajectoire sur laquelle on est. Parce que quand on parle beaucoup de l'IA et de la relation entre intelligence artificielle et intelligence humaine, alors moi je parle de IB, intelligence biologique, mais quand on parle de cette relation-là, c'était d'ailleurs le cas un peu hier, on a l'impression qu'on est sur une logique d'affrontement. Comme si on était à la veille de notre grande disparition. Bah non, enfin en tout cas moi je suis pas du tout de cet avis. Évidemment, on est en train de vivre une profonde transformation. J'ai l'habitude de parler de ces technologies en expliquant que c'est le miroir de la pensée et que du coup, pour être un miroir de la pensée, il faut qu'il y ait déjà une pensée humaine. Mais surtout, on est dans une profonde transformation qui est en train d'ouvrir un champ de possibilités qui est juste colossal. Alors oui, on doit réinventer l'expérience pédagogique. Oui, on doit se questionner sur le rôle du professeur, sur le rôle des concepteurs pédagogiques, sur l'expérience vécue à l'université, à l'école, bien sûr. Le tout probablement en adéquation avec le monde qui est en train de changer aussi par lui-même à travers les transitions environnementales, la transformation numérique, le contexte géopolitique qui est on ne peut plus instable actuellement. Mais je nous invite collectivement à vraiment avoir une lecture assez positive en fait de ça aussi, c'est-à-dire que en fait on a un champ des possibles devant nous. Charge à nous de l'inventer en fait ce futur et justement à peut-être développer de nouvelles formes d'intelligence. Et je crois que c'est ça qui va faire évoluer un petit peu le concept au fil du temps, d'avoir cette capacité à davantage développer ce que j'appelais donc cette intelligence existentielle, de donner du sens aux choses, de se projeter dans quelque chose et finalement d'avoir cette capacité à construire en fait un avenir. Merci. Tawit? Je vais commencer par une petite anecdote. L'autre soir, je vivais un moment qui est assez humiliant d'ailleurs, avec mon fils qui préparait un devoir. Et je m'approche de lui avec toute la dignité paternelle possible et je lui dis, tu veux que je t'aide? Je pense que c'est une scène que vous avez sans doute vécue si vous avez des enfants de 12 ans. Il me regarde et il me répond, non, papa, c'est bon, j'ai déjà demandé à ChatGPT. Je viens de me faire remplacer, évidemment, par un algorithme. Je tente de sauver un peu l'honneur et je lui dis, alors, il t'a dit quoi? Il me répond, et il m'a expliqué mieux que toi la dernière fois. Donc il m'a enfoncé encore. Là, je me suis dit, c'est plus une anecdote familiale, c'est une vraie bascule anthropologique. Parce que si un enfant peut sincèrement penser qu'une machine est plus intelligente que son père, alors le problème, c'est plus la technologie. Le problème, c'est effectivement notre définition de l'intelligence.
Et c'est ça qui est effectivement au cœur de cette question-là. Et peut-être que certaines choses, comme vous le dites d'ailleurs, doivent sortir complètement de cette définition, et puis d'autres doivent s'ajouter à cette définition pour pouvoir la changer et ne pas vivre ce type de scène. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de la définition de l'intelligence? Qu'est-ce qui ne peut plus définir l'intelligence? Pendant, je pense, des siècles, on a confondu, je pense, globalement, c'est pas un changement, c'est juste une confusion qu'on avait entre intelligence et performance cognitive. Être intelligent, c'était, et c'est le cas d'ailleurs pour encore plein d'institutions, c'est mémoriser, c'est aller vite, c'est résoudre un problème standard, c'est produire une réponse correcte, c'est faire une bonne synthèse. D'ailleurs, les concours d'accès aux grandes écoles reposent quasiment tous sur ces 5 piliers que je viens de citer. Alors aujourd'hui, quand une IA fait cela plus vite que nous, finalement, sans fatigue, sans erreur de calcul, sans oubli évidemment, bien sûr que l'intelligence peut-être était cela, mais est-ce que on vient pas de se faire dépasser complètement si on considère que c'est ça l'intelligence? C'est pas si simple à admettre, hein, c'est pas évidemment, et on trouve beaucoup de résistance par rapport à cela. Alors, ce qui sort finalement de la définition de l'intelligence, c'est que l'intelligence se mesure uniquement à la qualité de la réponse. C'est ça le problème en fait. Et ce qui entre désormais et qui remet ça en question, c'est que l'intelligence d'aujourd'hui, c'est plus produire une réponse, c'est savoir quoi faire d'une réponse. Ça veut dire euh, concrètement savoir poser les bonnes questions. Parce que quand l'IA répond, et dans un monde où l'IA sait répondre à tous, la vraie intelligence, c'est pas savoir répondre, c'est savoir questionner, c'est savoir interroger. L'IA sait répondre, nous, il faut qu'on sache interroger. Une mauvaise question, bien évidemment, elle génère des erreurs qui sont amplifiées et la qualité du questionnement devient centrale et devient une forme d'intelligence. L'intelligence est aussi aujourd'hui le discernement. L'IA produit sans doute du plausible, bien sûr, mais le plausible n'est pas toujours prêt. Moi, je parle de pas toujours vrai, pardon. Je parle de perroquet stochastique. L'IA, c'est un peu ce perroquet stochastique. Il répète des mots qu'il a entendus, mais pas dans le bon ordre et sans vraie intelligence. Parce que être intelligent aujourd'hui, c'est savoir vérifier, c'est savoir contextualiser, c'est savoir détecter un biais, c'est savoir arbitrer. Et c'est ça l'intelligence humaine. Elle doit inclure cette capacité finalement de dire je suis pas sûr. Et le doute devient d'ailleurs une forme d'intelligence. L'intelligence aussi, c'est donner du sens, bien sûr, parce que l'IA sait très bien corréler des données, mais l'humain seul sait construire une vision. Euh, c'est pas une orientation, la corrélation. C'est pas un projet d'ailleurs. C'est à l'intelligence humaine finalement de relier les faits et la finalité. Et c'est ça qui devient une véritable intelligence. Et puis enfin, et c'est le plus important à mon sens, être intelligent, c'est assumer une responsabilité. Une IA ne répond pas devant la société. Elle n'assume pas les conséquences. Et l'intelligence humaine doit inclure justement cette dimension éthique. L'intelligence humaine n'est pas uniquement cognitive, elle doit être principalement morale. Donc en 2031, on aura deux natures d'intelligence, deux intelligences différentes. Une intelligence artificielle, elle est déjà, hein, elle sera encore plus en 2031, omniprésente, multimodale, prédictive, intégrée dans toutes nos décisions. Elle deviendra plus qu'un outil, d'ailleurs une vraie infrastructure cognitive présente un peu partout, mais elle restera sans intention propre. Elle pourra optimiser, elle pourra simuler, elle pourra prédire, elle ne doutera pas, elle ne portera pas de responsabilité. Et il y aura bien évidemment l'intelligence humaine qui ne sera plus définie, comme disait Alain d'ailleurs, parce qu'elle fait seule. Parce que l'idée, c'est pas d'opposer, mais elle sera définie par la qualité de son alliance avec les machines. Et ça, c'est évident et on ne peut pas le nier. Et ça sera sans doute ce qui définira l'intelligence humaine de demain. Et on passera sans doute aujourd'hui, je pense, à nous pensons. Et nous pensons, c'est humain plus IA. Et ça sera la vérité de 2031. Mais la différence restera bien évidemment profonde parce que l'IA ne fera que traiter l'information alors que l'humain a une responsabilité d'habiter le monde. L'IA calculera des possibilités, mais l'humain choisira une direction. Merci, ça enchaîne parfaitement bien pour notre deuxième bloc de questions, puisque on observe, vous avez observé certaines disruptions, des transformations importantes dans le monde du travail, dans le monde de la formation. Il y a des ruptures aussi qui se produisent à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle, des ruptures qui sont parfois un peu anecdotiques, mais d'autres qui sont parfois complexes, qui peuvent entraîner des problématiques importantes. Donc concrètement, en éducation et en formation, et tout ce qui s'en vient j'ai toujours de la misère avec le 2031, Nadia, là, dans 5 ans. Donc, à quel niveau des systèmes vous voyez les principaux changements se manifester? Puis, comment ils vont pouvoir se manifester? Comment ça se manifeste déjà actuellement? Alain? Alors, des changements, il y en a à tous les étages.
Alors, premier étage, en fait, il faut avoir en tête que cette intelligence fonctionnelle que je décrivais tout à l'heure devient omniprésente et accessible. Pour autant, quand on regarde dans l'histoire, l'accès au savoir n'implique pas nécessairement une augmentation collective du savoir et de la connaissance. Donc, c'est pas parce qu'on va avoir un accès, une abondance d'intelligence fonctionnelle que nécessairement les choses vont évoluer positivement. Et c'est pour ça que je vous invitais à avoir cette réflexion autour de l'intelligence existentielle, et que rappelait d'ailleurs Tawhid. Ça, c'est le premier élément et c'est un vrai changement parce que du coup, comme il y a abondance d'accès au savoir et d'accès à cette intelligence fonctionnelle, ça implique des questionnements assez forts finalement, en tant qu'étudiant, mais pourquoi je viens écouter un cours de 3 heures à l'université? À quoi sert ce cours? Quel est le rôle de ce cours? Moi, j'aime pas parler de cours d'ailleurs, je préfère parler d'expérience pédagogique. En fait, ça signifie que dans ce temps qui est un temps précieux de face à face, où un certain nombre d'humains viennent en voir d'autres, un peu ce qu'on vit là aussi ensemble, faut que ça résonne, enfin, faut qu'il y ait du sens là-dedans. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette dimension d'intelligence existentielle. Donc ça, c'est une première modification assez profonde liée à cet accès abondant, finalement, induit par l'intelligence artificielle. Deuxième élément, évidemment, le sujet de l'évaluation. Ouais, jusque-là, le fait de réussir à produire quelque chose témoignait d'un niveau atteint. Je suis désolé, moi aujourd'hui je peux produire plein de trucs sur lesquels je suis absolument nul. Je fais des exemples que je publie régulièrement sur les réseaux sociaux. Par exemple, je publie des chansons. Alors je suis compositeur, je suis passionné de musique, je compose de la musique, mais vaut mieux pas que je chante, sinon c'est tempête de neige pendant des semaines. Donc ça, je fais pas et je sais pas faire. Par contre, aujourd'hui, avec une IA ou des IA, ça pose pas vraiment de difficulté. Donc on voit bien qu'il y a une décorrélation entre la capacité à produire et la vraie compétence technique. Ça amène des vraies réflexions sur ce que j'appelle l'illusion de la maîtrise. C'est pas parce qu'on produit qu'on maîtrise. Alors qu'avant, c'était le fait d'avoir produit était un peu notre proxy. Ça soulève aussi pas mal de questions en termes de changement sur le fameux sujet de la personnalisation, l'ultra-personnalisation de masse des contenus pédagogiques. Bon, ok, pourquoi pas, effectivement, ça a des avantages indéniables en termes de pédagogie. Sauf que le problème, c'est que si on fragmente comme ça, en ultra-personnalisant l'expérience pédagogique, ça veut dire qu'il y a quand même un truc qu'on enlève, qui est un socle commun de connaissances et de vécu. Ça, c'est embêtant pour faire société au sens collectif, partage d'un certain nombre d'expériences. Donc on voit bien que ça vient interroger ce genre de choses. Et puis, du coup, pour pas monopoliser la parole, je pense que ça induit des transformations assez profondes au niveau, évidemment, organisationnel. Du coup, c'est quoi la valeur d'un diplôme? C'est quoi le rôle de l'obtention d'un diplôme? On va l'aborder dans le bloc 3. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est non, pour ça, je vais pas plus loin. Et le dernier point, c'est qu'en fait, à mon sens, on est une fois encore dans une transformation presque civilisationnelle, ouais, c'est dur à dire. Et finalement, le vrai sujet, c'est comment on embarque tout le monde. Je vous renvoie à un chiffre qu'on ne cite jamais, d'ailleurs, dans le rapport du Forum mondial de l'économie sur les métiers du futur, donc 2025, date du rapport. 1 milliard de métiers vont continuer d'exister, mais vont se transformer profondément. Ça veut dire, en fait, si je le traduis différemment, nous tous, là, dans la salle, on travaille dans le monde de la formation et de la pédagogie, nous avons à un horizon de 2 à 3 ans, 1 milliard de personnes à accompagner dans le monde. On n'est pas assez nombreux pour le faire. C'est ça, la réalité du monde d'aujourd'hui. Merci. Tawhid? Oui, évidemment, moi, je pense que à partir du moment où on redéfinit l'intelligence, tout le système éducatif est en train de vaciller. Parce que, évidemment, on a conçu tout le système éducatif sur la base d'une définition qui n'est plus valable aujourd'hui. Parce que l'IA, c'est plus un outil de plus comme on l'a vécu avec Internet ou avec d'autres technologies qui sont arrivées. C'est une vraie mutation complète de l'infrastructure et de la façon avec laquelle on structure nos établissements. Et on parle d'un certain nombre de ruptures qui sont induites par cette logique d'IA.
c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la partie pédagogique, mais il y a 3 niveaux de rupture. Et il faut faire très très attention à ne pas uniquement focaliser sur la première, dont je parlerai, qui est la salle de classe, bien évidemment. Il y a l'institution, il y a l'architecture du système qu'il faut aussi repenser complètement. Alors la première rupture, c'est évidemment la salle de classe qui est déjà transformée. Là, on a parlé concrètement aujourd'hui, on a des étudiants qui utilisent l'IA pour rédiger, pour coder, pour simuler, pour réviser, pour s'auto-évaluer d'ailleurs. Et surtout, ils ne demandent plus la réponse au prof, ils demandent une sorte de validation, disons, au professeur. Et c'est un vrai basculement énorme pour le métier de l'enseignant, qui n'est plus la source principale de savoir, bien sûr, mais qui devient globalement un arbitre, un garant, un architecte, un orchestrateur de savoir et d'expérience, évidemment, puisqu'on est sur l'expérientiel, on n'est plus sur les contenus. On n'est plus une industrie de contenu, d'ailleurs, on est une industrie de l'expérience apprenant, et il faut repenser effectivement notre mission complètement. Et avec l'arrivée de l'IA agentique, les nouveaux systèmes, ils font plus que répondre, comme on l'a aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'IA agentique, elle agit, elle planifie, elle exécute des tâches complexes. Et donc, un étudiant demain, il pourra tout à fait déléguer une recherche complète à un agent autonome. Et la question n'est plus peut-il faire d'ailleurs, mais comprend-il ce qu'il délègue? Et c'est là la vraie question sur laquelle on doit focaliser. Et on passe finalement d'un étudiant producteur à un étudiant orchestrateur qui va s'appuyer sur un certain nombre d'agents et sa capacité d'orchestrer un peu tout ça va être clé. Donc ça, on est d'accord, je pense, sur la partie pédagogique. La deuxième rupture, c'est que l'institution elle-même, elle est déstabilisée. Et que les transformations ne sont pas uniquement pédagogiques, elles sont organisationnelles. Parce qu'aujourd'hui, déjà, les admissions sont interrogées, les concours deviennent fragilisés, les diplômes sont contestés, et la durée des programmes paraît trop longue. Parce que l'IA, elle fait beaucoup plus rapidement, évidemment. Pourquoi? Parce que on réduit le cycle d'obsolescence des compétences avec l'IA, et les institutions, finalement, doivent intégrer l'IA dans la gouvernance, repenser les référentiels de compétences et d'ailleurs certifier des trajectoires et n'est plus des stocks. On passe d'une logique de stock à une logique de flux. Le savoir n'est plus un stock, c'est un flux et la data n'est plus un stock, c'est un flux. Donc il faut penser plutôt trajectoire et n'est plus des logiques de stock comme on l'avait jusqu'à maintenant. Donc l'IA ne menace pas les écoles, elle menace les écoles immobiles bien évidemment et qui n'ont pas compris cette transition-là et qui n'ont pas changé leur logique de gouvernance complète. Et puis la troisième rupture, c'est sur l'architecture même du système éducatif. Et c'est là, je pense, qu'il y a la disruption la plus profonde, parce que l'IA agentique, combinée avec la puissance de calcul, avec le quantique demain qui va arriver, elle va permettre des parcours hyper personnalisés, des tuteurs cognitifs permanents, des simulations immersives, des environnements d'apprentissage adaptatifs, etc., etc. Et on ne sera plus organisé sous forme de cohorte homogène, on sera organisé avec des trajectoires individuelles et ça sera la demande des apprenants et des familles. Et ça change complètement tout. Notre calendrier académique ne sera pas le même, la notion de classe ne sera pas la même, la notion d'échec ne sera pas la même, la notion de réussite ne sera pas la même. Et c'est pour ça que d'ici 2031, on passera d'une éducation qui est plutôt linéaire à une éducation qui est plutôt dynamique, avec une possible fracture, bien sûr, de ceux qui maîtrisent l'IA aujourd'hui comme un levier d'augmentation et ceux qui deviendront dépendants, parce qu'il y a cette logique de dépendance qui est aussi très très dangereuse et à laquelle il faut évidemment être très attentif pour pouvoir finalement avoir cette transformation à tous les niveaux, à dire pédagogique, institutionnel, réglementaire, éthique, politique, et en ayant cette conviction profonde que l'IA va pas uniquement transformer l'apprentissage, mais elle va finalement transformer toute la façon avec laquelle la société définit complètement la compétence et avec laquelle l'entreprise va évaluer la compétence quand l'étudiant va arriver. Parce qu'à force de ne pas l'intégrer dans le système éducatif, il y aura un décalage très important avec l'entreprise qui, elle, il y a une demande très très forte effectivement de cette intelligence augmentée et de cette compétence nouvelle qui intègre l'IA. Donc c'est un changement d'écosystème cognitif complet et 2031, ça ne sera pas juste une évolution progressive et ça sera sans doute un nouveau contrat qu'il va falloir imaginer entre l'humain, la connaissance que nous incarnons en tant qu'institution et la machine. Merci, Kate. Est-ce que c'est aussi alarmiste? Et je ne veux pas répéter tout ce qu'Alain et Tawhid ont dit, parce que je suis complètement d'accord. Alors, je vais donner une anecdote. J'ai 3 filles et ma fille aînée est dans son 4e année à l'université. Elle étudie computer science, sciences informatiques. Elle a commencé à coder à l'âge de 8 ans quand j'ai commencé Kids Code Jeunesse, puis elle était vraiment passionnée de la programmation. En 2022, ChatGPT, Generative AI, puis le lancement de Gen AI a commencé. Puis elle a vu que ça aussi a commencé à intégrer dans les cours à l'université. Les enseignants, ils ont utilisé pour faire les slides et pour même commencer à corriger. Et elle a dit, bon, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là à l'université? J'apprends rien.
Je peux faire tout ça sur Coursera. Moi, je sais déjà comment programmer. Je peux faire tous ces cours en ligne à mon pas. Alors, cette année, elle a changé de programme et elle a changé pour Women's Studies. Elle a dit, maman, je veux avoir des conversations avec des autres personnes. Je veux apprendre comment débattre. Je veux comprendre comment bien écrire, bien penser, bien communiquer avec les autres. Et maintenant, elle est presque dans presque fini la première année. Et puis elle a dit, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Parce que ça, c'est vraiment les outils. Elle connaît bien les sciences de la programmation. Elle connaît bien l'IA. Puis elle dit, ça, c'est pas ce qu'on a besoin. C'est vraiment les compétences humaines pour travailler ensemble. Et ça, je laisse avec. On enseigne la même façon qu'enseigne la première révolution industrielle, le 17e siècle. C'était introduire l'éducation publique, était introduire pour faire une éducation massive en lecture, en écrire et lire. Pour ça, on peut traîner les robots, les personnes pour travailler dans les factories. Il y a beaucoup qui a changé depuis le 17e siècle. Puis on enseigne la même façon, plus ou moins. Merci. Ça nous amène au prochain bloc et bien entendu, cette question me préoccupe en tant que vice-doyenne aux études par rapport à la logique, la valeur des diplômes. Bon, je vais quand même mettre la table que j'ai le privilège d'être faire partie du comité de direction d'une faculté qui n'enseigne plus comme au 17e siècle. Donc, parce que parfois, quand vous en parlez, je me dis, mais à quel endroit intervenez-vous pour que ce soit comme ça? Donc, à la Faculté des sciences de l'éducation, ça ne se passe pas comme ça. On a plein de gens qui portent des chandails rouges qui peuvent en témoigner. Donc, mais quelle sera la valeur des diplômes? Tu sais, là, on est dans une logique encore aujourd'hui, malgré tout, quand les gens veulent accéder au concours que vous nommez à certains postes où il faut atteindre un certain nombre de crédits, il faut obtenir un diplôme. Le nombre de crédits s'acquiert par une expérience, par toutes sortes de manières maintenant, mais concrètement par les cours et par une formation qui est plus dite traditionnelle. Donc, ce n'est plus le seul moyen de prouver qu'une personne est compétente pour accéder au marché du travail. Par contre, quels seront les autres mécanismes pour démontrer une preuve de compétence pour accéder au marché du travail? Ça va être quoi la preuve centrale à plus long terme dans ce que vous me présentez? Kate? Oui, je vais faire une petite side. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que Nadia, en 2012, ici à l'Université de Laval, ils voulaient regarder comment est-ce qu'on peut intégrer la programmation. Alors, hats off à l'Université Laval. C'était la seule université ici au Québec et même au Canada. Le travail que je faisais, c'était au Canada et c'était ici. Et je ne sais pas si vous connaissez Margarita Romero, mais c'était dans un de ses cours. Elle a dit « Kate! » Puis mon français était même plus pire. Et c'est très bien. Oui, pour moi, je vois la puissance des programmes coop. Ça bouge tellement vite, l'industrie, ça bouge super vite, d'avoir la possibilité d'apprendre au travail et à l'école en même temps, c'est très puissant. Et aussi, même après l'université, c'est le lifelong learning. Ça s'arrête jamais. Maintenant, ça bouge trop vite. Et il faut toujours être ouverte et d'apprendre des choses nouvelles. Pour moi, c'est vraiment coop. Parfait. Tawhid? Micro. Oui. Oui, en fait, le problème du modèle crédit-diplôme, qui est totalement fragilisé aujourd'hui, bien évidemment, c'est qu'il repose sur trois hypothèses. D'abord, que les compétences évoluent lentement. Sauf que les compétences, on le sait aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence dans les années 70, c'était 40 ans. La durée de validité d'une compétence aujourd'hui, elle est estimée de 2 à 3 ans. Donc, une hypothèse qui est évidemment complètement rejetée. Deuxièmement, le savoir est relativement stable. Il est plus
Troisièmement, le diplôme garantit un niveau durable et ça c'est plus valable aussi. Parce que l'IA accélère tout, parce qu'une compétence technique peut très vite devenir obsolète aujourd'hui, hein, en quelques années, en 2, 3 ans, comme on a dit. Un outil, on voit l'évolution des outils qui est considérable, il disparaît très vite, un langage paraît évolue, un métier se transforme avec l'impact de l'IA, mais aussi d'autres technologies qui arrivent, alors que notre diplôme qu'on a conçu, il reste aujourd'hui une photographie, alors que le marché de travail demande plutôt une vidéo, pas une photo. Et nous, on est resté sur le diplôme sous forme de photo. Le diplôme certifie un passé, en fait. Alors que le marché de travail cherche un potentiel et on est en contradiction complète. C'était valable dans les hypothèses de stabilité qu'on avait, ce n'est plus valable aujourd'hui. Un diplôme validé aujourd'hui peut être techniquement dépassé très très vite. Et en 2031, ce sera plus le diplôme figé, ça sera la capacité de mise à jour. Nous, à Evincity, justement, on a inventé un concept unique au monde qu'on a breveté, qui est la garantie à vie de mise à jour de diplôme. Moi, je voulais, quand je dirigeais EM Lyon Business School, je voulais créer le diplôme à durée limitée, qui explose au bout de 5 ans. C'était l'un de mes projets. Je me suis dit, parce qu'un diplôme, je considérais à l'époque qu'il n'a aucune validité au bout de 5 ans. Donc, je voulais qu'il explose au bout de 5 ans. Et finalement, un jour, à Evincity, on est allé plus loin. Et je me suis dit, au lieu de le faire expirer, on va le garantir. Ça veut dire quoi? Nous, nos diplômés, leur diplôme, il est garanti. Ça veut dire qu'on ne leur coupe pas les accès au moment où ils sortent de l'école, ils continuent à avoir accès à l'ensemble des ressources de l'école, et ils peuvent revenir quand ils veulent dans la salle de cours gratuitement. Ils peuvent revenir poursuivre de nouveau un cours au bout de 2 ans, de 3 ans, et quand ils le valident de nouveau, le diplôme qui est dans la blockchain, il est mis à jour. Obtenu en 2025, mis à jour en 2030 ou 2035, etc. Et donc, on a créé un concept d'un diplôme qui se met à jour automatiquement pour permettre aux étudiants de travailler pas leur emploi, parce qu'on mesure que l'emploi et on confond souvent emploi et employabilité, mais pour travailler leur employabilité, justement, pour pouvoir prendre en considération tout ce qui émerge aujourd'hui. On observe déjà plein de signaux autour de ça. Aujourd'hui, on voit des institutions qui mettent en place des portfolios numériques, des preuves de projets réels, des badges de compétences, des certifications continues, des évaluations de situation qui prennent en considération tout ça, parce que on voit bien que les entreprises ne regardent plus ce qu'on sait faire ou ce qu'on a validé à un instant T. Elles regardent comment on apprend et comment on s'adapte. Et c'est pour ça qu'en 2031, la preuve deviendra beaucoup plus dynamique que les modèles figés qu'on a construits, qui sont autour des crédits, des diplômes et des systèmes de validation actuels. On aura sans doute un mécanisme dominant dans quelques années avec sans doute le diplôme qui va rester, mais il sera plus central. Je pense qu'il deviendra juste un socle, un signal globalement d'entrée dans le marché de travail, mais ça ne sera pas la preuve suffisante comme on l'avait il y a quelques années. Et le mécanisme dominant, à mon sens, ça sera probablement une combinaison entre une identité numérique de compétences évolutives, c'est un peu la garantie à vie de mise à jour de diplôme qu'on a conçu avec un profil certifié enrichi en continu, avec le rôle des écoles et des institutions pour pouvoir certifier cette évolution continue, des preuves en situation, c'est-à-dire des simulations, des cas réels, des démonstrations pratiques, et puis des capacités de mise à jour. Dire, ça sera plus qu'est-ce que tu as appris, mais comment tu t'es mis à jour globalement. Donc voilà, on revient à cette logique de compétences qui ne sera plus un stock, mais qui sera plutôt un flux. Et notre question fondamentale dans les écoles, ça sera plus comment délivrer un diplôme, mais comment garantir plutôt une capacité d'évolution. Ce qui repense complètement aussi pareil nos schémas et notre façon de construire nos curriculums, qui sont très conçus vers une logique d'emploi immédiat et d'insertion professionnelle, alors qu'il faut penser plutôt effectivement les deuxième, troisième, quatrième parties de carrière. Et c'est là où le diplôme devient finalement un point de départ, pas un point d'arrivée. Merci. Alain? Je ne vais pas répéter les choses qui viennent d'être dites et que je partage. En fait, à Neoma, nous, on invite nos étudiants à être entrepreneurs de leur développement cognitif. Réfléchissez à cette phrase. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les changer d'un rôle assez passif de je viens à l'université, écouter un prof, vivre une expérience pédagogique, quand bien même voilà, on a dépassé le stade de la lecture, du cours magistral et ce genre de choses, à une dimension beaucoup plus active. Et effectivement, être entrepreneur de son développement cognitif, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on le voit dans les usages autour des IA, on a un peu deux profils de personnes. On va avoir les personnes qui vont utiliser notamment tous les chatbots IA et les IA génératives pour finalement obtenir assez rapidement une réponse, on va dire, moyenne, qui obtiendra une note, très probablement entre 7 et 12, et cette note va grimper avec la qualité des modèles. Demain, ça sera entre 12 et 15, et puis après-demain, entre 15 et 20. On est à peu près sûr de cette trajectoire-là. Mais du coup, ils vont obtenir ce résultat-là en quelques minutes. Très bien, mais et donc
qu'est-ce qu'ils ont réellement appris de ça? En quoi ça leur a permis de réellement développer et d'améliorer leur cognition, c'est-à-dire leur pensée? Et le vrai sujet, c'est que au niveau de nos établissements, bah, on doit quitter cette logique de fournir des notes pour valider l'obtention d'un diplôme, à aller réellement vers des éléments de preuve. Alors, il y a mille manières de le faire, hein, mais moi aujourd'hui, un étudiant qui va avoir un répertoire sur GitHub avec plein de téléchargements et une communauté très active, bah, je trouve que c'est une preuve extrêmement intéressante de capacité en fait à faire les choses. Donc c'est important d'emmener nos étudiants sur devenir entrepreneurs de leur développement cognitif, parce qu'à côté de ça, on a aussi d'autres personnes qui, avec ces mêmes technologies, hein, puisqu'on est à peu près tous sur la même ligne de départ quand même au début de cette histoire-là, bah, finalement, ces autres personnes vont se servir de ces technologies pour aller plus loin, pour explorer davantage, pour, par la curiosité d'autres sujets, bah, finalement travailler peut-être un peu différemment. Moi, j'ai une anecdote en tête, hein, où j'ai des étudiants à problème équivalent, où je leur ai demandé de réaliser quelque chose. Bah, j'ai un groupe qui m'a dit, ah, mais alors je peux utiliser l'IA générative pour faire de faux entretiens dans le cadre de l'étude qualitative. Bon, ouais, tu peux, mais pose-toi la question de à quoi ça sert. Et un autre groupe qui m'a dit, ah bah en fait ils me l'ont même pas dit, ils sont arrivés le jour de la soutenance avec un démonstrateur fonctionnel de leur projet. Ça veut dire quand même qu'en école de commerce, j'ai eu des étudiants qui ont fait de l'électronique, qui ont fait de la programmation, puisqu'ils sont arrivés avec un casque de chantier connecté. C'était la première fois en 20 ans que je voyais un groupe en école de commerce arriver avec un prototype fonctionnel assez technique en fait. Bon bah voilà, vous avez l'illustration concrète. D'un côté, j'ai des étudiants qui voulaient aller vite et finalement, illusion de la maîtrise, un peu tout ce que je vous ai raconté. Et de l'autre côté, des étudiants qui en fait voulaient aller plus loin et ont apporté finalement une preuve par rapport à ça. Et de l'autre côté du spectre, pour compléter, bah nous, notre rôle en tant que faculté ou en tant que communauté pédagogique, c'est quoi? Bah, c'est d'être finalement pour nos étudiants les architectes du discernement futur. On est en train de décrire un monde qui va de plus en plus vite. On est en train de décrire un monde où finalement on réduit la notion de performance à la notion de gain de temps. Mais est-ce que la performance, c'est réellement tout le temps gagner du temps? Peut-être pas en fait. La performance, ça va peut-être être justement d'apprendre différemment, d'apprendre autre chose, d'apprendre en se challengeant soi-même, etc. Et ça, c'est des dimensions aujourd'hui qu'on ne mesure pas du tout, on les prévoit même pas dans les curriculums, hein, puisqu'on raisonne encore très discipline, crédit, etc., dans une démarche très très linéaire, alors qu'en fait, on voit bien que la remise en cause, au final, elle est assez profonde. Euh, donc voilà, je pense qu'on quitte un monde très linéaire en fait, pour faire simple, et tu l'as évoqué, hein, Kate aussi. On rentre dans un univers où en fait, il va falloir être curieux de plein de choses, il va falloir s'auto-alimenter, entreprendre soi-même son développement cognitif, et le tout dans un cercle vertueux, un cercle continu, parce que tout ça galope à très grande vitesse. Et je pense qu'un des éléments d'apprentissage aussi, ça va être de savoir prendre son temps pour consolider un certain nombre de connaissances et de compétences de manière solide. Parce que si c'est un château de sable, enfin un château de cartes sur un socle en sable, ça va pas tenir très très longtemps quand même. Merci. Dernier bloc. Et là, je vais vous amener tout de suite à la dernière chose dont on devait parler. C'est quoi les 2 décisions que nous devrions prendre cette année, même si elles sont inconfortables, pour ne pas être dépassés dans 5 ans? Kate. Ok. Bon, la première chose, c'est que j'aime cet exercice, c'est de prendre quelque chose dans ton job description, puis identifier une chose que tu penses que l'IA peut faire. Et donne ça à l'IA, soit la traduction des courriels, écrire les courriels, et prends ce temps de trouver d'autres choses à faire que tu penses que l'IA ne peut pas faire. C'est tout simple, mais ça baise la peur de l'IA va prendre tout. Parce que c'est pas vrai. En particulier pour les enseignants, pour les gens dans l'éducation, on est dans, on est dans cet environnement pour les relations, pour prendre soin de la connaissance. Alors ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, c'est aussi une activité que j'ai apprécié beaucoup et j'ai appris beaucoup, c'est de faire une activité où il faut nettoyer les données. Et il y a plusieurs cours en ligne, mais de voir comment, parce que c'est ça, les données sont essentielles à l'IA, tous les enjeux qui peuvent arriver avec les données. Et quand tu vois comment nettoyer les données dans un système, wow, tu penses, est-ce que ça inclut tout le monde nécessaire? Est-ce que j'ai pensé de biais? Est-ce que j'ai pensé de privacy? Alors ça vraiment, ça stimule le pensée. Et quand tu retournes à un système de l'IA, ça donne, ça ouvre des portes de pensée. Ah, ça, c'est mes deux choses. Merci. Tawid? Oui, alors peut-être deux décisions ou deux pistes d'action que nous on a mis en place, qui sont sans doute peut-être un peu inconfortables, mais qui sont nécessaires. D'abord, former tous les enseignants à l'IA, sans exception. Pas un atelier facultatif ou une expérimentation, c'est une vraie acculturation obligatoire. Parce que si l'enseignant ne maîtrise pas l'outil, il devient un simple spectateur de son changement à lui. Et en 2031, un enseignant qui ne sait pas travailler avec les IA génératives, comprendre leurs biais, parce que c'est pas qu'une question de maîtrise technologique et d'outils. Il ne faut pas confondre les formations à l'IA avec la maîtrise des outils d'IA générative. C'est comprendre les biais, c'est concevoir des évaluations adaptées, c'est avoir ou enseigner l'esprit critique face à des systèmes qui sont de plus en plus présents dans notre écosystème. Deuxième action qui est indispensable, c'est de mettre en place une véritable gouvernance des données universitaires. On pense beaucoup IA, mais on pense pas données. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Notre futur ne se jouera pas sur les outils IA. Ça sera comme Internet aujourd'hui. Dans quelques années, d'ici allez, 5-10 ans, les outils IA seront maîtrisés par tout le monde, seront intégrés complètement, comme le cas d'Internet aujourd'hui. Il y a une prime un peu à ceux qui sont premiers aujourd'hui et qui exploitent bien cette période pour prendre de l'avance, mais demain, ça sera tout le monde pareil. Là où ça sera pas pareil, c'est la vraie gouvernance des données qui va être vraiment différenciante et pas juste un comité ou une charte symbolique où une vraie gouvernance réelle doit être mise en place avec des données pédagogiques aujourd'hui qu'il faut sortir de cette logique de fragmentation de données pédagogiques, les données d'apprentissage qui ne sont pas exploitées aujourd'hui, regarder les traces numériques qui ne sont pas analysées, mettre en place des plateformes de collecte pour pouvoir aider l'institution à se repérer, à prendre des décisions, à anticiper les compétences et les métiers et leur évolution. Et ça on parle pas d'IA, hein. On parle vraiment de nos données. Où sont nos données? Donc les cartographier, les centraliser, les sécuriser, les structurer. Nous, on a mis en place un lac de données avec des pipelines de données pour pouvoir transformer tout l'écosystème éducatif et repenser complètement nos systèmes d'information pour pouvoir définir qui est celui qui possède la donnée, qui y accède, dans quel but et dans quelles limites éthiques surtout. Et pour pouvoir, dans un an ou deux, une fois que le projet est allé jusqu'au bout, de pouvoir retrouver de la valeur derrière la donnée. Parce que c'est là où il y a une qualité, il y a une vraie réflexion sur notre maîtrise de la donnée, sur la gouvernance de la donnée, pour pouvoir effectivement créer véritablement de la valeur. Parce que l'IA, son gouvernance de données, c'est comme si finalement on va confier notre cerveau à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pas envie de confier mon cerveau à quelqu'un d'autre, à une IA qui décide avec son algorithme de la façon avec laquelle la réponse va être donnée. Et on a envie de mettre en place nos propres modèles. Donc, il faut considérer cette donnée comme une vraie infrastructure stratégique. On a mis effectivement des moyens assez importants, infrastructures stratégiques comme le bâtiment, le matériel IT, pour pouvoir effectivement analyser les trajectoires d'apprentissage, pour pouvoir anticiper les décrochages, pour pouvoir personnaliser les parcours, pour pouvoir mesurer l'impact réel des formations, pouvoir piloter finalement par la donnée les logiques institutionnelles et stratégiques que nous avons. Donc investir dans la data gouvernance avant même d'investir d'ailleurs dans de nouveaux outils IA. Merci. Donc, Kate, tu nous recommandes de penser à nettoyer nos données, puis après ça, avec Tawid, de comment on peut mieux structurer notre accès aux données. Alain? Alors, moi, je vais insister sur ce que Tawhid a dit. Formez vos professeurs, vos facultés. C'est quand même assez dingue que partout dans le monde, ça soit une des rares professions qui estime ne pas avoir besoin d'être formé et accompagné dans le temps. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est suicidaire. Mais c'est pas ma première décision. Enfin, on a fait ça à Neoma, mais voilà, peu importe. Deux décisions. C'est un peu un mythe aussi, quand même. Ouais, hein? Bah, de penser que les gens veulent pas être formés. Ah bah, bon, on s'en reparlera. Ouais, voilà.
Pas en J'aime public. pas la généralisation abusive. Non, mais Mais quand même. On sort par là. voilà. C'est peut-être Euh, culturel. alors, en termes de décision, on a deux choses. Je pense que c'est fondamental de revoir en fait les mécanismes d'évaluation et notamment d'inviter en fait justement à avoir des mécanismes d'évaluation qui soient euh, adaptés au monde de l'IA et évidemment du coup d'arrêter de poser des questions ou des devoirs qu'une IA est capable de faire en quelques minutes. Ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que du coup, ça nécessite de se poser la question de quel est le rôle de l'évaluation dans le processus d'apprentissage, hein. Je fais partie des personnes qui pensent que c'est un élément extrêmement important de l'apprentissage, mais donc ça nécessite du coup aussi de pouvoir échouer dans ces évaluations. Donc culturellement, effectivement, en tout cas en France, il y a un gros sujet par rapport à ça. Ne pas échouer? Sur l'aspect de échouer à ces évaluations, ouais, c'est un truc compliqué chez nous. Ah, oui, le droit à Ouais. l'erreur. Ouais. OK. Donc ça, c'est, je pense, une première décision importante, alors qui fait pas forcément plaisir parce que ça nécessite de revoir évidemment ces stratégies pédagogiques et c'est des choses, nous, ça a un peu fait grincer des dents au niveau de Neoma. La deuxième décision, puisqu'on a beaucoup parlé de data, moi je vais vous parler d'humain. Comme ça reboucle sur le titre. C'est d'avoir une vraie transformation de la culture organisationnelle. On évoquait là, à l'instant le droit à l'erreur. Nous, un des grands leviers de transformation qu'on a déployé au niveau organisationnel et bien avant l'IA, c'est une notion qu'on appelle en interne test and learn. Alors, c'est directement pris du design thinking en termes de courant de pensée, mais où justement on autorise ce droit à l'erreur, on autorise en tout cas ce droit à expérimenter, parce que bon, quand on parle de droit à l'erreur, c'est pareil, ça peut être un peu compliqué. Mais donc du coup, droit à expérimenter et d'apprendre en fait de ces expérimentations. Parce que vous l'avez compris, avec tout ce qu'on a raconté, en fait, il y a quand même beaucoup plus de questions que de réponses devant nous. Il y a un schéma, moi je suis intimement convaincu que les universités, les professeurs et tout notre secteur ne disparaîtra pas, par contre va se transformer en profondeur. Et que pour inventer en fait les nouveaux modèles, il va falloir tester en fait tout un tas de choses apprendre aussi de ces phases de test pour itérer et aboutir aux meilleures solutions possibles. Et ça, là aussi pour le coup, si c'est pas un projet porté par l'institution, par un établissement, par l'université, par l'école, c'est très compliqué en fait. Moi, j'ai la chance d'être dans une institution où c'est le cas. On a effectivement cette volonté de se transformer et de réinventer nos expériences pédagogiques, nos modèles pédagogiques et notre raison d'être. Mais pour avoir parcouru pas mal d'établissements un peu partout dans le monde, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est pas le cas. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à notre panel. Merci à nos trois participants pour votre généreuse contribution.